Je me présente, je suis Mabelson, agent des activités bénévoles de parents partenaires en éducation. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, parents partenaires en éducation et le réseau des parents francophones, en lien avec les 12 conseils scolaires francophones de l'Ontario et le consortium Centre Jules Légère. Notre mission est de guider, soutenir et outiller les parents afin d'optimiser leur rôle en tant que premier éducateur. Avant de commencer notre webinaire ce soir, je souhaite effectuer une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, qui sont présentes ici depuis des temps immémoriaux et qui y vivent encore aujourd'hui. Nous tenons également à souligner que notre travail, ainsi que celui de notre partenaires provinciaux, se déroule sur ces territoires ancestraux autochtones, où 46 traités et autres accords ont été établis. Nous sommes très honorés de vivre et de travailler sur ces terres, aujourd'hui connues sous le nom de l'Ontario. Nous exprimons notre gratitude envers les Premières Nations, les métiers et les Inuits pour leur engagement envers ces territoires et affirmons notre volonté d'améliorer les relations avec eux, ainsi que notre solidarité et notre responsabilité à cet égard. Alors, quelques petites consignes techniques. Nous allons enregistrer le webinaire de ce soir pour que les autres parents puissent profiter des informations partagées. Je vous invite donc à couper vos micros si vous ne parlez pas. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le bouton lever la main ou à poser vos questions dans le chat. La session se terminera par une période de questions et d'échanges. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre caméra si vous voulez. C'est vraiment agréable de voir vos visages et de se sentir connecté. Alors, sinon, n'hésitez pas à vous sentir à l'aise sans caméra. Alors, prenez également un moment pour changer votre nom afin que nous puissions vous adresser vers votre prénom. Alors, ce soir, nous avons la chance de participer à une discussion qui s'annonce aussi captivante qu'importante. Dans un monde de plus en plus façonné par les technologies numériques, l'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans nos vies, et plus particulièrement dans celle de nos enfants. Nous avons le privilège d'être rejoints par Eti Taki, experte en intelligence artificielle. Son expertise et ses connaissances nous éclaireront et nous permettront d'aborder ce sujet complexe avec sérénité et confiance. Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement notre animatrice de ce soir, Eti. Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être avec vous et de partager cette petite heure d'échange, de partage d'informations. Alors, vu qu'on est tous là, si on est prêt, on va se lancer. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez, même si on a la session de questions-réponses à la fin, si tant est que ça ne nous empêche pas d'avancer à notre rythme. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de nos enfants. Vu comment l'intelligence artificielle prend de la place dans notre quotidien. Donc, cette innovation technologique qui s'intègre à l'éducation. Donc, nous, en tant que parents, nous aurons besoin de comprendre, de protéger nos enfants et de les accompagner dans cette démarche-là. Donc, ma belle m'a déjà présenté. Donc, je vais passer directement à mon propos. Donc, quand j'ai fini de préparer ma présentation, j'ai demandé à Perplexity, qui est un autre outil qui utilise aussi ChatGPT, que vous connaissez tous, qui est un outil d'intelligence artificielle, donc qui peut générer des images, générer du test en fonction d'un prompt, donc qui est un script que je lui envoie pour lui demander quelque chose. Je lui ai dit, voici le sujet de ma présentation, peux-tu me l'illustrer? Il m'a généré cette première image de gauche. Et je lui ai dit un autre modèle, il m'a envoyé celui-là. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux images? La deuxième image est beaucoup plus accurate par rapport au sujet. Oui.
Oui. Et donc, je ne lui ai pas donné plus d'informations, je lui ai juste donné le sujet. Donc, la première image, j'ai dit qu'elle ne me correspondait pas. La deuxième, il est allé chercher un peu plus. Et là, je lui ai dit, j'ai un public diversifié. Alors, peux-tu en tenir compte? Et là, il m'a généré deux autres images. Voilà, parce que je lui ai précisé que j'avais un public diversifié. Parce que dans la première image, si vous n'aviez pas fait attention, je la renvoie. Alors, c'est des publics, c'est un seul type, on va dire, de population. Donc là, ici, quand j'ai ajouté le mot diversité, il est allé plus loin et il m'a proposé des familles de différentes origines. Donc, une première image, et j'ai demandé le lien. Cette première image, j'ai dit, je ne vois pas trop le lien. Alors, il m'a créé une deuxième image. Et je lui ai dit, il s'agit d'élèves. Donc, je m'attendais à avoir une salle de classe. Alors, il m'a proposé une salle de classe. Donc, la première image, je dis, ils sont un peu jeunes. Et là, il m'a donné l'autre image avec des adolescents, on va dire. Donc, pour vous dire, l'intelligence artificielle, tout ça juste pour vous montrer que l'intelligence artificielle aujourd'hui est dans notre vécu. Il est dans tout. Vous allez recevoir un courriel, vous ne savez pas si la personne a utilisé l'intelligence artificielle ou pas. Et nos enfants sont aussi exposés à cela. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons faire un état de l'intelligence artificielle, voir ensemble les utilisations courantes. Il y a des outils que vous connaissez, que vous pourriez citer, et en venir avec l'intelligence artificielle et nos enfants. Quelles sont les opportunités et quels sont les défis? Et nous allons un peu nous attarder sur les risques qui sont associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et voir comment nous pouvons utiliser cela comme un atout. C'est une innovation technologique qui apporte beaucoup et nous allons le voir ensemble. Nous avons beaucoup d'avantages et donc comment amoindrir, comment mitiger les inconvénients, les risques pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? J'ai vu qu'on a aussi des jeunes avec nous. Alors, j'espère que mon propos ne sera pas trop compliqué pour eux. Donc, ma belle l'a dit en introduction, notre monde est vraiment en perpétuelle évolution, ce qui fait que la technologie est présente et devient incontournable. L'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée en salle de classe, qu'on l'ait réglementée ou pas, parce que l'enseignant qui se retrouve avec beaucoup de tâches a une aide avec l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, c'est un programme informatique qui va traiter des données massives. Donc, un programme qui va recevoir beaucoup de données et va les traiter. Pour faire quoi? Ben, essayer de ressembler à l'humain. Essayer d'imiter le cerveau humain pour faire des choses comme si c'était un humain. Donc, faire des choses comme réaliser des tâches, mais des tâches automatiques et avoir des résultats, par exemple, à une équation. Donc, l'intelligence artificielle va être entraînée, va être formée et le dictionnaire dit que c'est l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, si vous suivez mon regard, il ne fait que simuler l'intelligence humaine. Et nos enfants sont en train de développer leur intelligence. D'où l'importance de se poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. Et parents partenaires en éducation a saisi l'opportunité pour partager qu'on partage cette réflexion-là ensemble. Et donc, je le disais d'entrée, S'il te l'IA plaît, est partout. Edith, désolée, si tu peux retourner 2 slides en arrière sur la définition pour que je... Voilà, là, s'il te plaît, désolée. Je pense que les slides vous seront partagés. Donc, s'il y a des questions précises, on peut y aller. Donc, c'est vraiment pour imiter le cerveau humain. Les robots qu'on va doter d'intelligence artificielle ou les programmes qu'on va doter d'intelligence artificielle vont essayer d'imiter le cerveau humain pour réaliser des tâches prédictives, donc pour automatiser. Donc, c'est des choses qui sont déjà faites. Eux, ils vont exécuter ce qu'on leur a donné. Vous voyez.
Donc, on les retrouve dans notre vie courante, dans les sociétés, dans des grosses entreprises, dans les écoles, la plupart du temps pour améliorer certaines opérations, pour offrir des services personnalisés ou pour gagner un avantage concurrentiel significatif sur celui-là qui fait comme ça et que moi, je vais aller faire autrement en utilisant la force de cette machine qui a beaucoup de capacités, qui peut analyser beaucoup de données. Un médecin va pouvoir utiliser des logiciels d'intelligence artificielle qui, en eux, vont pouvoir analyser rapidement le Vidal sur plusieurs années, analyser des données historiques, des données, des résultats et pouvoir, en regardant ce qui existe, en regardant le cas qu'on lui donne, pouvoir dire, oh, c'est certainement de ça qu'il s'agit. Mais tout seul, il ne vaut rien. Il faut qu'ils soient entraînés, il faut qu'ils reçoivent des données. Et dans l'éducation, plusieurs pratiques émergent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'évaluation des apprentissages. Les assistants virtuels sont beaucoup utilisés aussi dans l'éducation et pour un soutien, les enseignants, par exemple, pour soutenir leur planification. Oui, Ethan? Je voulais juste demander si tu peux aller sur c'est quoi le ar- euh, artificielle intelligence Oui, pour juste prendre note. oui. Alors, l'intelligence artificielle, tu vas recevoir les slides, Ethan, tu Oui, vois. C'est oui. un ensemble de techniques qu'on prend pour réaliser des machines qui vont essayer d'imiter l'intelligence de l'homme. Tu vois, essaie juste de comprendre globalement et puis après, tu auras les mots exacts parce que tu auras les slides. D'accord? Voilà. Donc, c'est utilisé dans notre vie de tous les jours et c'est beaucoup utilisé dans l'éducation. Et dans l'éducation, on va s'attarder un peu sur l'assistant virtuel. Les assistants virtuels, vous en voyez, vous faites peut-être pas attention ou peut-être que vous ne les identifiez pas comme tels, mais un assistant virtuel, c'est juste, bon, on l'appelle aussi chatbot, c'est quand vous arrivez sur certains sites, il y a le petit chat, il y a la petite icône qui commence à causer avec vous, vous poser des questions. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé pour le support client. Donc, si tu te connectes sur le site de quoi, par exemple, de TELUS pour le téléphone cellulaire, tu as tout de suite un chatbot qui te permet de poser des questions et d'avoir des réponses tout de suite plutôt que de téléphoner et d'attendre de joindre quelqu'un. Donc, ces chatbots intelligents, donc on appelle agents conversationnels, c'est ça leur rôle, c'est des agents, ils sont numériques, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un derrière la machine qui vous répond dans le chat. Donc, c'est un ordinateur qui est programmé, c'est un programme. Et donc, l'avantage, c'est qu'il donne l'interface homme-machine et il permet d'humaniser la relation plutôt que la personne aille elle-même sur le site et aller cliquer pour voir, par exemple, souvent la foire aux questions et chercher la réponse à la question qu'il a. Il écrit et il reçoit une réponse, mais une réponse d'un robot, donc un chatbot. L'un des avantages, c'est de gagner du temps. Dans beaucoup de secteurs, il gagne du temps, il supprime des postes parce qu'effectivement, le robot, il joue ce rôle-là. Donc, ça permet de gagner du temps, ça permet de personnaliser sa relation avec son client et ça permet d'être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le client se pose une question, il se connecte sur votre site, il clique sur le chat et il pose la question. Le chat a été entraîné avec certaines questions et certaines réponses et il va pouvoir vous répondre. Des fois, il va vous dire, je ne suis pas entraîné pour vous donner ce genre d'informations. Si vous allez sur le site de Altimec, par exemple, vous rentrez dans le chatbot et vous lui demandez, quelle est la météo aujourd'hui? Il va vous dire, je ne suis pas entraîné pour vous dire ce genre d'informations. Parce que ce n'est pas un chatbot ouvert. Donc, il peut être ouvert. Si vous allez sur ChatGPT, il va vous dire tout ce que vous voulez. Il va vous dire tout ce que vous voulez en fonction de ce que vous lui demandez, en fonction de ce qu'il a. Et des fois, il va même inventer quand il ne l'a pas. Donc là, on va dépasser un peu l'intelligence artificielle et on va arriver dans l'intelligence artificielle générative. Donc,
les avantages, c'est tout ce que je vous ai dit. On gagne du temps, on a une relation personnalisée avec le client. Dans les écoles, par exemple, ils ont des chats qui donnent des informations sur les programmes, quand est-ce que ce programme ouvre, comment s'inscrire. Il te met le lien, tu cliques direct, tu accèdes à ton information. Mais quels sont les défis? Parfois, la réponse n'est pas suffisamment personnalisée. Parce que toi, tu t'attends à ce qu'on te réponde à ta question précise. Mais lui, il va te donner ce qu'il a reçu comme formation. Et donc, ça peut ne pas s'adapter à ton cas particulier. Il va te donner des réponses générales et ça ne correspond pas toujours à ce que tu veux. Et un des gros défis pour nos jeunes, justement, c'est que c'est un piège. C'est un piège pour les petits, mais ça peut être un piège aussi parfois pour des adultes. Pourquoi? Des fois, on est en manque de vie sociale. On a besoin de parler à quelqu'un et je peux me prendre au jeu de parler à ce chatbot qui souvent me donne des réponses qui me plaisent, me dit des choses qui me plaisent et, et j'aime ça. Et donc, je commence à créer une relation avec cette machine. Je commence à lui dire beaucoup de choses et plus je lui en dis, plus il en sait sur moi et il va me donner plus d'informations et moi, je vais avoir l'impression que j'ai développé une relation de proximité et me sentir, et peut-être pas le sentir, mais être piégé par ce genre de conversation que j'ai avec le robot qui en sait beaucoup sur moi, qui peut se permettre de me donner des conseils ou de me donner des recommandations sur ce que je fais. C'est en cela que ça peut être un défi. Alors, plusieurs outils d'intelligence artificielle existent et vous en avez certainement utilisé. Alors, est-ce que vous pouvez, dans le clavardage, citer les outils que vous connaissez? Ethan, tu as toujours la main levée ou c'était tout à l'heure? C'était juste maintenant. Je voulais demander quand tu as dit à propos de la piège, Oui. est-ce que c'est comme quelqu'un qui va te contrôler après que tu rentres dans le piège? Il ne va pas te contrôler, mais il peut te donner des informations qui sont fausses et toi, tu crois qu'il est un ami et tu vas parler avec lui et tu lui as dit beaucoup de choses sur toi. Donc, il ne va pas te contrôler, mais il va te donner, il peut t'induire en erreur. Maintenant, je vois à quoi tu fais référence si quelqu'un peut te contrôler. Il y a aussi des logiciels malveillants. Donc, il y a des gens, on les appelle des hackers, donc des gens qui ont de mauvaises intentions, qui vont se connecter et qui vont utiliser ces outils pour pouvoir retirer des informations sur toi. Ceux-là, oui, ils vont te contrôler, ils vont rentrer, regarder ce que tu fais et peut-être utiliser des choses parce qu'eux, ils cherchent certaines informations pour voler. Donc, quand ils vont trouver des informations que tu as échangées, ils vont pouvoir récupérer cela pour voler. Donc, il faut faire attention à ce qu'on partage justement à l'extérieur. Donc, des outils basés sur l'intelligence artificielle. Voilà, je vais vous donner une petite liste. Certains que vous avez utilisés, d'autres peut-être pas encore. Donc, pour la rédaction, on utilise beaucoup ChatGPT. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de Perplexity. Canva a un moteur d'intelligence artificielle. Donc, Canva, c'est l'outil de design graphique qu'on utilise pour faire des affiches. Il a aussi un moteur d'intelligence artificielle qui lui permet d'écrire. Donc, Magic Write, ça s'appelle. On a Copy.ai qui te permet de faire un résumé. Tu peux lui donner un test, il va résumer. Tu peux lui demander de reformuler ton test. Bon, ChatGPT, je l'ai pas dit, mais il était en premier. Donc, c'est celui que beaucoup connaissent, mais qui est beaucoup utilisé aussi dans d'autres outils. Donc, d'autres outils derrière vont utiliser ChatGPT. On a ChatSonic, Okaya, WordTune. Il y en a tellement. Rapidly, on a beaucoup, beaucoup d'outils et de plus en plus. Donc, certains vont utiliser ChatGPT. Ceux-là, c'est ceux qui sont apparus plus ou moins en même temps que le ChatGPT. On en a pour créer des images, pour générer, travailler sur tout ce qui est graphique. Donc, images ou vidéo. Donc, Midjourney, DALL-E. Donc, tout à l'heure, les images que je vous ai montrées d'entrée, c'est des images que j'ai créées en posant les questions dans ChatGPT, mais il a utilisé DALL-E pour les générer. Donc, il a créé le script et il les a mis automatiquement dans DALL-E. Mais quand on n'utilise pas ChatGPT avec une licence, il ne peut pas générer d'images.
Donc, on peut aller se connecter à DALL-E, on a des crédits où on peut faire quelques images, sinon, il faut utiliser une licence. Donc, Shutterstock, qui jusque-là vendait des images, donc des photographes prenaient des photos ou des graphistes designaient des images qu'ils mettaient en ligne pour vendre au public. Eux, maintenant, ils génèrent certaines images avec l'intelligence artificielle. Mais ils le disent. Donc, quand tu fais ta recherche d'images, tu dis, je veux des femmes africaines avec des masques. Il va te sortir des images et il va te dire, cette image a été générée avec l'intelligence artificielle. Cette image, c'est une photo, etc. Il le précise. Donc, ça, c'est une partie des défis qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est la propriété intellectuelle. Donc, vous voyez tous ces outils. Donc, des outils vidéo. Alors, Descript, c'est un outil qui permet il a plusieurs choses dedans. Donc, il a la transcription, la description, et il a aussi la génération de vidéos. Donc, je peux prendre une vidéo que je rentre dans Descript et je lui dis, sors-moi le résumé. Donc, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est qu'on a fait une réunion et je n'avais pas mis d'assistant AI pour enregistrer, pour prendre les notes de la réunion. Parce qu'il y a aussi ces assistants-là. Donc, je n'ai pas mis d'assistant. Et à la fin, on avait besoin d'un compte rendu. Donc, j'ai utilisé des scripts. J'ai téléchargé la vidéo de la réunion. Et le défi, c'était que la réunion, elle était bilingue. Certains participants parlaient en anglais et des fois, on parlait en français. Il me l'a transcrit des parties en français, des parties en anglais. Des fois, il a même traduit du texte qu'on avait dit en français, il a traduit directement en anglais parce que dans la partie où il était, il y avait beaucoup plus d'anglais que de français. Et donc, ces outils-là, de plus en plus intelligents, sont là et peuvent nous servir. Ouais. Ils peuvent nous servir si nous savons les utiliser, si nous savons quoi faire avec et si nous nous protégeons. Oui, Ethan? Donc, tu dis il y a des sites bilingues. Oui. Il y a des sites bilingues. Il y a des sites bilingues qui... ces outils, certains vont te faire la transcription et il faut que tu spécifies la langue. Alors lui, le test qu'il a entendu, il a su reconnaître qu'on parlait français ou qu'on parlait anglais. Il a su reconnaître cela. Et donc, les inconvénients, c'est quoi? Parce que ça a l'air tout beau. On a beaucoup d'outils, on a beaucoup de choses, on peut travailler avec et tout. Mais tout à l'heure, je parlais de pièges. Alors, quels sont les pièges? Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'il y a quand même des inconvénients. Et il y a des risques à utiliser tout cela. Donc, j'ai parlé des risques tout à l'heure avec le chatbot, mais il y a beaucoup de risques. Est-ce que vous pensez à des risques? Oui, ce que moi je pourrais partager comme risque au niveau des enfants, c'est une baisse d'apprentissage parce que tout serait à portée de main. Les enfants feraient aucun effort pour réfléchir, que ce soit en français, en mathématiques ou en études sociales. Ils pourraient mettre même juste la thématique de leur devoir dans les outils artificiels et puis tout est produit. Un gros risque pour les enfants, oui, effectivement, si l'utilisation n'est pas encadrée. Vous voyez? Donc, un risque, déjà parce que quand tu dis ils vont utiliser, ils vont mettre toutes leurs informations dans l'intelligence artificielle et puis il va lui sortir les résultats, le risque, c'est la qualité des résultats qu'il va recevoir. Le biais, ce qu'on appelle biais, c'est le fait qu'on tire une conclusion par rapport à on a un élément et on en fait une généralité. Donc, il peut se retrouver avec des informations qui ne sont pas correctes parce que les informations ne sont pas de qualité. ChatGPT, Midjourney, tous ces outils-là ne te disent jamais que je suis sûr à 100% de ce que je te dis. D'ailleurs, il ne te donne pas les sources. Il ne te dit pas où est-ce qu'il a pris l'information. Et donc, tout cela peut induire en erreur, créer des erreurs vraiment importantes. Parce que si tu te bases sur ces données comme la vérité pour prendre une décision,
ben, ta décision, elle est fausse parce qu'elle est partie sur des éléments qui sont faux à la base. Ce n'est pas parce que c'est l'informatique ou c'est l'ordinateur qui t'a donné l'information que c'est vrai. Ouais. Ça peut être compliqué. Donc, la complexité technique, c'est un risque. Pourquoi est-ce que je le présente comme un risque? Parce que aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus. Les enseignants vont l'utiliser. Dans l'éducation, on va l'utiliser. Si les jeunes ne savent pas l'utiliser, si c'est trop compliqué pour eux, qu'ils ne sont pas formés et qui ne savent pas l'utiliser, qu'ils l'utilisent de la mauvaise manière, ben, on revient aux erreurs. On se retrouve avec des erreurs. La sécurité. On donne des informations sur soi. Parce que quand tu veux qu'il soit précis et que tu veux qu'il travaille sur certaines choses qui te touchent, ben, tu vas donner des informations. Quand tu veux utiliser les outils qui aident à la rédaction, par exemple, pour travailler sur ton CV parce que tu veux appliquer à une offre d'emploi, c'est bien, ils vont t'aider et tout, mais tu leur as donné des informations sur toi. Et ces informations, qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Et donc, on a la porte ouverte ainsi aux attaques et au piratage. Autant l'intelligence artificielle traite beaucoup de données et nous permet de réaliser des choses qualitatives, autant le hacker, ceux qui sont mal intentionnés, vont utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des choses qui sont très vraisemblables et pouvoir continuer à vous tromper ou vous tromper plus facilement. Donc, la sécurité, on est beaucoup plus exposé en matière de sécurité. Donc, le phishing, par exemple. On parlait de phishing jusque-là, c'est tu reçois un courriel qui te dit, donc fish comme pêcher, pêcher le poisson. Donc, en français, on dit le hameçonnage d'ailleurs, donc le hameçon qui vient t'attraper. Donc, il t'envoie un courriel, tu reçois le courriel, c'est souvent quelque chose, c'est urgent, j'ai besoin rapidement, ou alors c'est de l'argent gratuit. Oui, clique ici, tu vas gagner, c'est l'anniversaire de Costco, on offre 100 dollars à tous ceux qui cliquent sur le lien et on veut gagner, puis on clique. Donc ça, c'est le hameçon qu'ils ont envoyé et puis ils t'attrapent parce que tu cliques. Mais quand tu cliques, ils rentrent dans ton ordinateur et ils récupèrent des informations. S'ils trouvent des informations importantes sur toi, ben, usurpation d'identité, on utilise ta carte SIM pour pouvoir faire des opérations disant que c'est toi. En matière de sécurité, l'intelligence artificielle a décuplé les risques en sécurité. C'est pour ça que la cybersécurité a pris autant d'importance et qu'on offre des formations et tout, parce qu'on a de plus en plus besoin de formateurs en cybersécurité et on a besoin de s'informer nous-mêmes parce qu'au quotidien, on pose des actes qui peuvent nous condamner. Donc, avant, on parlait de phishing, maintenant, on parle même de vishing, de smishing. Alors, le vishing, c'est quoi? C'est la voix. Parce que l'intelligence artificielle, tout à l'heure, je vous ai parlé il prend la vidéo et il fait la transcription en test. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je peux donner un test et il me crée le message vocal. Ça peut être utile dans beaucoup de circonstances, mais les hackers l'utilisent pour le phishing. Donc, le phishing, on va dire, par la voix. Quand vous recevez un appel, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous sensibiliser. Quand vous recevez un appel que personne ne parle, la personne vous appelle et il ne dit rien. Et vous êtes là, allô, c'est qui? Allô, bonjour, c'est qui? Ils enregistrent votre voix. Pourquoi? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ce message vocal qui va être créé, ben, il peut être créé avec ta voix. J'ai fait l'expérience, bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui de faire tout ça, mais c'est des outils payants, pas très chers, mais payants, où tu peux aller, tu enregistres ta voix et tu mets du test et il va lire le test comme si c'était toi. Donc, quand il enregistre ta voix et qu'il a trouvé d'autres informations sur toi, par exemple, sur Facebook, tu étais tout content, tu allais, tu as dit, oh, mes parents voyagent ce week-end, je fais la fête avec les amis. Tu as dit tout ça. Tu as dit plein de choses. Il a récupéré le hacker, il t'a suivi pendant un moment, il a récupéré beaucoup d'informations sur toi. Et tac, il a récupéré ta voix. Qu'est-ce qu'il fait un jour? Il appelle ton frère, ta soeur ou ton fils, au cas où c'est les informations du parent qu'il a récupérées. Il appelle l'enfant pour dire, ah, écoute, Ethan, c'est maman, je suis au travail. Tu dis même le nom du travail, comme ça paraît vrai.
je suis au travail, j'ai oublié de prendre mon portefeuille. Alors, va dans la chambre, dans tel tiroir, j'ai mis de l'argent. Prends ça, fais-moi un Interact ou va sur l'ordinateur de papa, clique ici, fais ça, envoie-moi 1 000 $ parce que j'ai besoin. Tu entends la voix, c'est la voix de maman. Maman a un souci. Ou dans l'autre sens, tu entends la voix de ton fils qui dit, oui, maman, je suis bloqué à l'école, je suis avec un ami, il m'a prêté 100 $, est-ce que tu peux lui rembourser? Je vais prendre le Uber ou quelque chose. Et maman, elle fait l'interact à ce numéro qu'elle ne connaît pas parce qu'elle se dit, oh, mon fils, il a des problèmes. Et donc, la sécurité est vraiment décuplée avec cela. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce que nous faisons, à comment nous le faisons et aux informations que nous partageons sur nous. D'autres défis, ça va être l'intégration. Ben, ça, c'est vraiment quand une école décide d'intégrer l'intelligence artificielle, par exemple, ou un enseignant veut intégrer l'intelligence artificielle dans ses pratiques, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas simple. Il faut des formations, il faut un encadrement et il faut pouvoir mettre en place toutes les mesures de sécurité, justement. Vous voyez. Donc, le manque de transparence, j'en ai parlé tout à l'heure, il ne dit Excusez-moi, pas, Edith, il ne nous dit pas. pardon, Oui, je Isabelle? m'excuse, je pense, Étain et Gaston ont des questions peut-être? Oui, Oui, j'ai une question pour Eddie. oui. Est-ce que les écoles sont protégées par les hackers? Est-ce qu'ils, même si c'est une école, ils peuvent être, les ordinateurs sont mieux protégés? Bon, sont vulnérables à ça aussi? Ah oui, ça, c'est la grande question. En fait, chaque conseil scolaire a ses politiques et je pense que la plupart prennent des mesures pour essayer de limiter, mais on ne peut pas tout à fait supprimer le risque. Donc, ils prennent des mesures pour limiter, mais c'est des choses qui coûtent cher. Par exemple, dans l'école de mes enfants, j'ai vu qu'ils peuvent recevoir des courriels de l'extérieur. Alors que quand j'ai travaillé au Conseil Mon Avenir, les comptes des élèves ne peuvent pas recevoir de courriel de l'extérieur. Donc, ça, c'est des mesures de sécurité qui peuvent aider. Donc, le courriel de l'élève, je veux dire, un élève du conseil Mon Avenir, il a son email, genre ethan@monavenir.ca. Ce courriel-là, si papa lui écrit depuis gmail.com, il ne peut jamais le recevoir. Ce qui fait que l'élève, dans l'équipement, dans les équipements qu'il va utiliser à l'école, il l'utilise avec le courriel de l'école. Il ne va recevoir des messages qui viennent que du domaine de l'école. Donc, il y a déjà moins de risques qu'ils reçoivent des spams. Donc, des spams, donc des messages indésirables. Et c'est ce que les gens peuvent utiliser souvent pour hacker vraiment à très bas niveau. Mais quand, dans le conseil scolaire, l'élève peut recevoir des messages de n'importe qui de l'extérieur, ça devient dangereux. Donc, ça, j'ai vu, j'ai signalé. Mais bon, après, ils font avec les moyens qu'ils ont. Et c'est surtout la sensibilisation, la formation. Il faut qu'ils comprennent l'importance de cela. Il faut que les directions le comprennent et prennent des mesures dans leur budget ou qu'ils demandent du budget pour le faire. Je sais qu'aujourd'hui, pour la cybersécurité, il peut y avoir des besoins comme ça. Merci beaucoup. OK. Donc, manque de transparence, oui, éthique et responsabilité. On va y revenir sur l'éthique. C'est simplement, c'est à qui appartient les informations quand j'ai créé avec l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, c'est Carole qui a donné un exemple. Donc, les élèves ne vont plus réfléchir, ils vont juste rentrer les informations dans l'intelligence artificielle. Mais à la fin, qui est-ce qui est l'auteur de ce qui a été écrit quand c'est écrit avec l'intelligence artificielle? S'il y a un problème, s'il y a une faute et que ça a créé des problèmes derrière, qui en est le responsable? Donc, dans certaines universités, peut-être parce que les élèves sont à un certain niveau, j'ai entendu que, par exemple, la Cité, j'ai discuté avec quelqu'un qui enseigne à la Cité, où il demande aux étudiants de citer les sources quand ils produisent des écrits. Donc, on ne t'interdit pas d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut que tu dises que cette information, elle vient de l'intelligence artificielle et que tu montres comment est-ce que tu as vérifié l'information. Parce que tout cela participe de la formation de l'élève. Avant, on allait à la bibliothèque quand on avait des exposés à faire. Après, on utilisait Google ou d'autres moteurs de recherche ou des moteurs de recherche vraiment spécialisés universitaires pour faire de la recherche. Mais aujourd'hui, oui, si on est tenté d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est vrai, ça nous bloque un peu dans notre processus de réflexion et surtout que les jeunes sont en train de développer
leur sens cognitif, leur manière de réfléchir, leur manière de raisonner. Alors, s'ils ne raisonnent plus, qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, que ça leur donne des résultats. Et que le plus grave, c'est qu'ils ne peuvent pas analyser ces résultats. Qu'est-ce qu'ils font? Qui en est le responsable? Est-ce que les enseignants ne devraient pas, et ils sont en train d'y réfléchir, et beaucoup ont commencé à l'intégrer, à leur manière d'évaluer l'élève? Parce que si je donne juste un devoir avec des questions, oui, non, etc., l'intelligence artificielle a aidé l'élève. Mais comment est-ce que l'élève a acquis l'apprentissage? Et donc, c'est les manières d'évaluer qui vont changer désormais. L'enseignant, en plus de ce qu'il vous a donné à faire à la maison, va vous donner des choses à faire en classe et va vous demander certainement de venir expliquer ce que vous avez fait et comment vous avez fait et le raisonnement que vous avez appliqué. Et c'est ce qui va emmener l'élève à réfléchir et à aller au-delà. Parce que l'être humain est toujours tenté d'aller prendre ce qu'on lui interdit. Mais si on met en place d'autres moyens de contrôler l'apprentissage, ben alors il comprendra que même si j'ai utilisé l'intelligence artificielle, parce que parfois ça peut être utile, on va le voir, même si je l'ai utilisé, il faut que je sache que j'ai compris, que j'ai acquis ce que j'ai appris là et que je sache le rendre. C'est ça le plus important. Mais si je suis juste allé copier, j'ai collé et que je m'en fous, alors j'ai rien appris. Et là, oui, l'enseignant pourrait me sanctionner. Ouais. Donc, les contenus inappropriés, parce qu'il ne demande pas l'âge, ChatGPT. Il ne sait pas qui est derrière le clavier qui pose des questions. Et donc, l'enfant peut être exposé à du contenu inapproprié à son âge. Il va recevoir des informations qu'il n'aurait pas dû entendre ou pas entendre de cette manière. Ouais. Et la collecte de données qu'ils font, parce qu'ils sauvent les données, ChatGPT, il enregistre les données. Des fois, on est content parce qu'on a posé une question et il a répondu parce qu'il avait l'historique. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir ce qu'il fait de cet historique-là? Qu'est-ce qu'il en fait? Où est-ce qu'il le stocke? Donc, voilà, qu'est-ce qu'il fait de ces données? Comment est-ce qu'il les utilise? Comment est-ce que mes données sont protégées? Il y a la loi GDPR sur la protection des données personnelles. Les données personnelles, les données sensibles, les données qui permettent de t'identifier. Donc, ils disent PII, en anglais, c'est Personal Identification Information. Donc, des informations, si on prend mon SIN number, donc mon numéro d'assurance sociale, si on le prend, on peut me retrouver. Si on prend ma date de naissance, mon lieu de naissance et mon adresse, on peut me retrouver. Donc, ce genre de combinaison d'informations permettent d'identifier une personne. Et donc, il y a des lois qui régissent cela. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment tranquille. On l'utilise comme on veut. Donc, vous allez voir que certaines entreprises ont encadré l'utilisation de l'intelligence artificielle en interne. C'est-à-dire que quand tu es sur un ordinateur de l'entreprise et que tu es dans le réseau de l'entreprise, tu ne peux pas aller sur ChatGPT. Certains l'ont encapsulé, donc l'ont intégré dans un autre outil où eux, ils ajoutent les paramètres de sécurité. Parce que quand je donne des informations à ChatGPT, c'est qu'il y a un canal qui est ouvert entre son réseau et mon réseau. Donc, il peut venir récupérer les informations du client qu'il y a chez moi. Alors, s'il s'attaque à une école, il récupère toutes les informations des élèves. Sur combien d'années, combien d'informations les enseignants, les écoles gardent en interne. Donc, si on ne contrôle pas, on ne supervise pas ce que les élèves peuvent faire sur les ordinateurs de l'école, quand ils sont à l'école, ben, c'est la porte ouverte à des attaques. Et il y a des attaques qui font très mal. Hein. Parce que oui, quand on a attaqué, on s'en est pris à toutes vos données, ben, c'est difficile pour vous de vous en sortir. Et ce que ça crée vraiment pour les jeunes, une dépendance technologique. Donc, au-delà de l'intelligence artificielle, les jeunes devraient avoir un temps d'écran limité. Donc, on a une autre formation là-dessus sur nos enfants et les temps d'écran. Parce que l'écran, ça fatigue les yeux. On ne devrait pas rester aussi longtemps à regarder l'écran. Tard le soir, la lumière bleue des écrans, ce n'est pas conseillé. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses et ça crée une dépendance technologique parce qu'ils aiment ça, ils ont des jeux, ils ont des réponses et tout. Et à la fin, ben, ça crée l'exclusion sociale et les jeunes se retrouvent un peu enfermés dans cela. Voilà, donc les inconvénients et les enjeux éthiques, ben, j'en ai un peu parlé.
c'est voilà, à qui appartient le contenu quand c'est l'intelligence artificielle qui a rédigé pour toi. Comment contrôler ce qui se passe, ce qui est fait, et puis comment essayer de le rendre correct. Donc, je parlais de biais au début, donc ça, c'est juste pour vous donner des exemples de biais. Donc, on a vu qu'avec l'intelligence artificielle, on a habillé le pape avec cette doudoune-là. C'est quelque chose, une image qui paraît décalée, mais ça fait le buzz. La personne qui l'a publié a eu beaucoup de vues. Si c'est ce qu'il voulait pour être rémunéré, il a eu beaucoup de choses. Mais c'est une image qui a été publique. Et des jeunes qui voient ça peuvent ne pas comprendre. Ah, tiens, le pape habillé comme ça. Encore que ben, ce n'est pas un crime d'être habillé comme ça. Mais quand on vous montre que Donald Trump est arrêté avec plein de policiers et tout, alors que c'est carrément du fake, ben, certains font ça pour du buzz. Mais des fausses informations peuvent circuler. En matière de biais, Amazon a eu un procès contre, parce que ils ont été accusés de donner des réponses inappropriées parce que ben, en fonction de ce que l'intelligence artificielle recevait, il avait identifié des choses et c'est pas correct. Donc, les deepfakes, ben, ils créent du buzz avec tout cela et ça, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, la sécurité des données, donc on en a parlé. Et pour vous dire, 43% des entreprises qui ont subi des attaques récentes, ça a été des attaques réussies grâce à l'intelligence artificielle. Et le nombre ne fait qu'augmenter. Ça, c'était en 2022. Donc, le nombre ne fait qu'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement en matière d'éducation pour nos enfants? Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile et puis comment on peut l'encadrer? Vous voyez? Et donc, il y a des pratiques et des applications émergentes de l'intelligence artificielle qui peuvent beaucoup aider en éducation. Donc, pour intégrer la technologie justement en classe, l'école, le conseil scolaire, les enseignants et tout vont évaluer les besoins, doivent recevoir des formations et du soutien. Commencer par un programme pilote où ils vont aussi former les élèves et continuer à évaluer ce processus-là. Donc, on a vu des écoles, une école à Montréal, donc dans mes lectures, j'ai trouvé cet exemple d'une école à Montréal qui a intégré l'intelligence artificielle pour aider, pour accompagner l'aide enseignant dans son travail d'accompagnement des élèves à besoins particuliers. Donc, l'aide enseignant est en classe avec un élève qui a du mal à écrire ou qui est un peu en retard sur les autres, va utiliser l'intelligence artificielle pour aider cet élève à aller plus vite, à comprendre plus vite, à créer, par exemple, l'élève qui a un problème de dessin va pouvoir générer un dessin et il va être content parce que c'est lui qui l'a généré, parce que c'est lui qui a rentré les caractéristiques qu'il voulait à l'intelligence artificielle qui a sorti ce dessin. Et donc, ça reste un processus d'apprentissage, d'évaluation. On teste, on voit ce que c'est, on dit, OK, c'est bien, on peut l'adapter. Alors, comment est-ce qu'on reste équitable? Si c'est des élèves à besoins spéciaux qui en ont besoin, et les autres, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors, nous, en tant que parents, nous devons nous informer de tout cela pour pouvoir réagir. Parce que ces outils ont beaucoup d'avantages dans l'éducation, donc qui sont donc un engagement renforcé. On va voir que avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'enseignant va pouvoir délivrer un apprentissage ludique. Il va intégrer des jeux, il va intégrer la gamification avec des jeunes qui gagnent, ceux qui gagnent arrivent à un certain niveau, et il va pouvoir ainsi soutenir la motivation des élèves. L'enseignant va pouvoir personnaliser l'apprentissage. Et le parent aussi à la maison, dans cette continuité, va pouvoir personnaliser l'apprentissage, sachant que mon enfant a tel besoin ou réagit comme ça ou travaille un peu dans les modes d'apprentissage. Certains sont beaucoup plus visuels, d'autres ont besoin d'entendre ou de réentendre la leçon. Donc, pouvoir adapter les leçons à l'enfant en fonction de son type particulier, de sa personnalité, de son type d'apprentissage. Donc, avec du contenu personnalisé, avec un rythme personnalisé, l'intelligence artificielle nous aide définitivement à améliorer l'apprentissage et va permettre plus de collaboration. La synthèse vocale tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, mais ça peut être utile dans beaucoup de cas. Si il faut prendre note, tout à l'heure, Ethan voulait prendre note, et parce que ça allait un peu vite. Donc, s'il faut prendre note que je n'arrive pas à prendre rapidement, mais je peux enregistrer si tant est que j'ai l'autorisation de le faire et pouvoir réécouter. Donc, beaucoup de situations, beaucoup d'avantages vont nous permettre de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle comme un atout. On va l'utiliser comme un atout parce que des outils comme Duolingo
qui vont accompagner, qui vont aider à traduire automatiquement, vont permettre, en les intégrant à notre pratique, Grammarly, certains l'utilisent pour les corrections et tout, mais au niveau de l'apprentissage, c'est vraiment aux enseignants de voir qu'est-ce qui peut être intégré pour pouvoir décupler les forces et ce que les élèves ont déjà en eux, et à nous, parents, de continuer cet apprentissage-là pour l'accessibilité et aussi à aider pour la sécurité en ligne en détectant, par exemple, des choses qui ne vont pas. Et le gouvernement, les lois et tout sont en train de nous aider parce qu'en matière d'éthique, on a vu que, ben oui, il y a la déclaration de Montréal sur une IA responsable et le Canada est beaucoup avancé sur les recherches sur l'intelligence artificielle et il y a eu, ils appellent AI Act, donc le règlement européen sur l'intelligence artificielle, ce qui est sorti cet été. Toutes ces lois-là visent à promouvoir donc une intelligence artificielle responsable. Donc, ils vont essayer de baliser les droits de la personne sur les données. Comment sécuriser nos données, comment sécuriser les entreprises, comment sécuriser les écoles. Et donc, si les parents participent à ce genre de discussion ou sont informés de tout cela, j'ai mis les liens dans la présentation pour voir ce que la loi dit par rapport à ça. Et donc, les fournisseurs de logiciels vont devoir s'aligner et s'engager à ne pas réutiliser les données que nous fournissons à travers l'intelligence artificielle. Oui. Donc, avec tout cela, définitivement, c'est important de connaître l'utilisation de l'intelligence artificielle, de savoir l'utiliser pour ne pas être en reste de la société. Parce qu'aujourd'hui, même les emplois, certains disent, oui, l'intelligence artificielle prend les emplois. L'intelligence artificielle ne prend aucun emploi. C'est la personne, c'est ton collègue qui maîtrise l'intelligence artificielle qui prend ta place. Donc, toutes les personnes sont aujourd'hui obligées d'ajouter l'utilisation de l'intelligence artificielle à ce qu'ils font. Parce que l'intelligence artificielle ne pourra pas prendre de décision dans des situations imprévues. Et si tu maîtrises donc ton travail, que tout ce qui est automatisé, tu le donnes à la machine, alors tu as plus de temps pour te consacrer à ce que tu peux aller faire, toi, avec ton intelligence et donner plus de force. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sensibiliser. Il faut que nous, en tant que parents, on soit formés. Il faut se former. Il faut qu'on se forme, nous, pour pouvoir suivre nos enfants, pour pouvoir les accompagner dans cette évolution-là. Ils vivent avec, c'est de leur temps, c'est aussi de notre temps. Donc, nous avons besoin de nous informer, de nous former pour pouvoir répondre justement à cela et pour pouvoir demander, poser les questions qu'il faut et faire attention. Parce qu'ils vont trouver qu'on est ringard, ils vont trouver qu'on est trop protectif. Ah oui, tu dis, il ne faut pas aller là, maman. Ben écoute, tout le monde fait ça. Alors, il faut que je puisse lui dire, tout le monde fait ça, mais tu ne sais pas à quoi il s'expose. Est-ce que tu sais que si tu fais ça, tu donnes des informations qui sont mal interprétées? Alors, il faut que tu développes ta pensée critique. Quand tu donnes des informations à l'intelligence artificielle qui te donne une réponse, est-ce que c'est vrai ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est ce que tu lui as demandé? Donc, il faut qu'on encourage à cela. Et pour ceux qui sont plus petits, il faut qu'on mette en place des logiciels de contrôle parentaux. Il faut qu'on mette en place une manière pas de les contrôler, mais de participer avec eux à leur développement numérique, je dirais. Et il faut qu'on les aide à les encadrer aussi pour être en sécurité en ligne. Et comment est-ce qu'on va encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle? Mais c'est justement si nous nous renseignons sur les outils qu'ils utilisent. Donc, en ayant une communication avec eux, ça fait partie de tout un gros truc de comment est-ce que je communique avec mon enfant. Alors, comment est-ce que je l'emmène à me dire ce qu'il fait, à me dire aujourd'hui que l'enfant arrive, qui puisse dire, ah, aujourd'hui, j'ai découvert tel outil. Écoute, maman, je suis allée, j'ai tapé ça, il m'a donné ça comme information. Que je me renseigne sur l'outil, que je puisse lui dire, attention à ce que tu donnes quand tu découvres des outils. Attention à ce que tu fais. Et qu'on puisse paramétrer des filtres pour la sécurité, limiter le temps aussi, le temps qu'ils ont sur les écrans. Parce que ça, c'est la fatigue visuelle, c'est la fatigue intellectuelle. Donc, pouvoir encadrer l'utilisation des écrans et par devers, encadrer l'utilisation de tout ce qu'ils trouvent comme outils technologiques en ligne, en leur expliquant les enjeux, en leur expliquant de ce qui est dangereux des données qu'ils partagent et de ce que d'autres qui sont malveillants peuvent faire de leurs données. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, le jeune ne va pas juste dire, la maman dit, ne fais pas et puis il ne va pas faire.
Il faut lui expliquer. Ouais. Parce que l'IA, en fait, est-ce que l'IA est vraiment intelligente, selon vous? On dit la connaissance sans la sagesse, c'est ça l'intelligence artificielle. Il a juste la connaissance. Il n'a pas la sagesse. Il ne sait pas décider pour nous. Donc, si nous enseignons ça à nos enfants, s'ils sont conscients que c'est eux les maîtres, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Il ne sait pas tout. C'est nous qui le guidons. S'il le sait, si les jeunes le savent, ils vont alors prendre leur importance et prendre leur place sur l'intelligence artificielle parce que c'est eux qui doivent entraîner les robots du futur. Ouais. Donc, cette citation que j'ai bien aimée qui dit « L'intelligence artificielle, l'intelligence humaine a l'avantage de la réflexivité en contexte, augmentée d'un vécu expérientiel, contrairement à l'IA qui repose sur la mécanique des données. L'IA, c'est vraiment ça. Il a un tas de données, il a beaucoup de force pour les traiter rapidement, mais il n'a pas l'intelligence, il n'a pas le vécu, il n'a pas l'expérience que nous avons. Nous devons rester maîtres de l'IA. Nous devons être partenaires avec l'IA. C'est ce que je symbolise ici. Donc, c'est nous et l'IA, ce n'est pas l'IA plus que nous. Donc, partenaire avec l'intelligence artificielle que nous allons pouvoir nous en sortir. Merci. On va passer à la phase de questions. J'ai essayé d'aller vite parce que je me suis rendu compte que le temps passait. J'espère quand même que vous avez eu l'essentiel. Vraiment un gros merci à vous. Et voilà, je suis tout de suite.